La République démocratique du Congo est et reste notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Pour nous qui aimons ce bien le plus précieux, le plus luxueux, l'obligation c'est aussi d'en parler, de la défendre, de réfléchir autour des faits et des événements qui prennent corps dans ces beaux pays, ces grands pays, au centre des grands continents, ces pays de Lumumba, de Kimbangu, de Musée Laurent Désiré Kabila, pourquoi pas de Étienne Tshisekedi, mais aussi de Benz Bwanakawa, que je suis, et pourquoi pas de notre invité de ce plateau de Six Politique de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme que vous propose Six Télévision. Notre plateau reçoit et recevra toujours ces Congolais qui ont besoin de décrypter, d'analyser l'actualité, les grands événements qui marquent la vie de la République démocratique du Congo, notre cher au pays. Raison pour laquelle notre fauteuil d'honneur aujourd'hui sera occupé par un Congolais de taille, un acteur politique bien connu. C'est aussi en même temps un écrivain. Il est chercheur, il est formateur, il est conférencier. En tout cas, il est beaucoup, ce qui reste, il le dira bien lui-même. Il s'agit donc de monsieur Eugène Kandolo. Il est connu. Ensemble avec vous, nous le recevons. Eugène Kandolo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Benz, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien, vous avez une très bonne mine. Ça me permet de ne même plus vous demander si vous allez bien. Oui, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Eugène Kandolo, qui était candidat député national à la Lukunga, tous on sait qu'il n'a pas été élu. Est-ce qu'il loge des remords ou il s'est dit, c'est ça, la réalité du jeu politique, ça va, la vie continue et on projette autre chose? Ben, c'est un mélange un peu de tout ça parce que quand on va dans une compétition, on ne va pas pour y perdre, même si on sait qu'il y a toujours deux réalités, soit c'est la victoire ou soit c'est n'est pas gagné, pour ne pas utiliser un terme défaitiste. Mandela disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc c'était une expérience assez intéressante, enrichissante, qui nous a donné l'aperçu de beaucoup de choses, mais en même temps qui nous a appris à reconsidérer un certain nombre de choses. Toujours est-il, comme je l'ai dit, c'est une expérience, une très belle expérience. Donc si c'était à refaire, on le referait, peut-être avec moins de naïveté qu'avant, mais on la ferait avec beaucoup d'enthousiasme et de passion comme on l'a fait. Parce qu'on n'y est pas allé juste pour figurer, c'est parce qu'on est porteur d'une vision, on est porteur de certaines aspirations collectives pour la nation, on est porteur d'un rêve et c'est pour cela que nous nous sommes présentés à ces élections. Maintenant, les résultats ont été ce que ça a été et comme on sait aussi qu'il y avait de milliers de gens qui compétissaient pour une petite fourchette de sièges, c'est tout à fait normal que certains, peut-être pas très bien nantis d'idées, d'action et de patriotisme, se retrouvent là où peut-être d'autres qui avaient beaucoup plus d'atouts ne sont pas arrivés. Mais comme je l'ai dit, on a beaucoup appris. Et on a eu le temps de faire aussi notre deuil parce qu'il ne faut pas jouer au robot. Quand vous rencontrez une contre-performance, ça risque d'être une autoflagellation. Exactement. Il ne faut pas jouer au cyborg ou au Superman. Il faut apprendre à faire son deuil, mais à ne pas y rester toute la vie, ressortir pour se dire qu'il y a des perspectives au devant de nous et que bon, la vie continue et il faut la prendre au plus belle. Très bien. J'ai en face de moi un expert en communication. Quand il parle, il faut faire la bonne sélection des termes, des mots, des phrases, des concepts pour mieux le comprendre et mieux vous faire comprendre lors de l'entretien. Eugène Kandolo, une sagesse du monde dit « L'échec est une bien meilleure école que la réussite qui très souvent nous perd la tête. » Mais pour que l'échec soit vu de cette façon, il faut
qu'il soit, que celui qui a échoué considère que soit il s'est trompé de chemin, soit il a mal choisi les moments d'agir, c'est-à-dire de ne pas chercher la cause de ses déboires, de son échec en d'autres personnes. C'est quoi le cas pour Eugène Kandolo? Je n'ai pas été élu. Est-ce parce que la CENI avait été injuste? Est-ce parce que j'avais mal choisi les moments d'agir? Est-ce parce que j'avais mal choisi la circonscription où postuler? Et ça revient à qui? Non, en fait, ici, il ne faut pas aller chercher la faute et à qui cela incombe. Je crois que c'est un fait, on l'a constaté. Comme je l'ai dit, on a tiré de leçons. Est-ce que c'était les moments? Je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce qu'on ne sait toujours pas quel est le bon moment. La plupart des actions que nous avons menées depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, il y a des actions où personne n'a vu en fait que c'était réellement les moments où il n'y avait aucun signal. Il n'y avait pas de signaux qui pouvaient montrer comme si le ciel devrait être grisâtre ou un peu jaune pour qu'on se dise, bon voilà, c'est le moment d'y aller. On a fait ce qu'on pouvait faire, en âme et conscience. Est-ce qu'on a mal choisi la circonscription? Je ne pense pas non plus parce que il faut avoir une circonscription pour battre la campagne. Un candidat député... le Kunga, c'est pour les muscler, hein, c'est qui s'est dit. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai vu dans la campagne et je ne pense pas que j'étais parmi le médiocre en termes de performance dans cette campagne-là. Donc, il n'y a personne. D'ailleurs, pour preuve, on nous a raconté l'histoire de Gros Poisson. Je ne sais même pas quel est le Gros Poisson qui est sorti à Lukunga. Et donc, c'était jouable. Donc, on les prend avec sportivité. Quelques-uns de ceux qui sont passés ont bien mérité. Moi je le disais dès le jour du vote, que X, Y méritent leur place. Un peu avant, j'avais fait aussi des pronostics sur les députés sortants de Lukunga, le 14. Ceux qui étaient susceptibles d'être réélus, de revenir, je le disais toujours, tous ceux qui suivaient mes analyses. Moi, je n'aime pas faire semblant, j'aime être objectif et j'analyse froidement les choses. Et je disais que, par exemple, les députés Eliezer, il a beaucoup de chances de rentrer sur le 14 qui était là. Je parlais de Tony Mwaba, pour ne citer que les deux là, ils sont rentrés. C'était prévisible. Maintenant, après, est-ce que c'était la circonscription la plus difficile? Lukunga, c'est ce que les gens disent, mais il n'y a pas de circonscription facile, il n'y a pas de circonscription difficile. C'est une élection, c'est une compétition. Vous pouvez être... moi, j'ai eu la chance, en grandissant, d'être dans une promotion où vous pouvez avoir... la différence entre le premier de la classe et le 12e n'est que de virgule. Ça veut dire que le premier de la classe a 87%, alors que le 12e a 86,2%. Donc, en réalité, la place ne compte pas plus que les pourcentages que l'on a fait. Et il n'y avait que 14 sièges, comme je le disais. Le Kunga, c'était près de 1000 candidats. Pour 14 sièges. Donc, si on ne figure pas parmi le 14, ça ne veut pas dire qu'on doit trouver le bouc émissaire pour dire que j'avais mal choisi la circonscription ou bien ce n'était pas le moment. Alors, si ce n'était pas le moment, les moments, c'est lesquels? Il n'y a jamais eu des moments pour attendre quand on a une vision, quand on a des compétences, quand on a évalué la mesure de la chose et surtout quand on pense qu'on a quelque chose d'apporter à la République parce que la République a bien besoin de nous. Ça serait une sorte de non-assistance de personnes en danger que d'être du côté de ceux qui critiquent ou du côté de ceux qui sont champions dans les observations, dans les analyses et rester bras croisés tout en se disant qu'on attendrait un beau moment où, je ne sais pas, il y aurait quel signe dans le ciel. La compétition est venue. Dans le même contexte, peut-être qu'un autre jour, ça pouvait marcher vu la réalité parce que la politique a beaucoup... des réalités, mais ça ne veut pas dire que nous devons prendre ces réalités-là comme prétexte pour justifier le fait qu'on n'a pas été proclamé par la CENI. Ben, on n'a pas démérité, on ne nous a pas enlevé ni valeur, ni compétence, ni flamme patriotique. Par rapport à ça, c'est une compétition. J'ai appris à compétir tout petit, je compétirai toujours. Très bien. Et c'est vraiment ça. C'est ça, être aussi un homme fait. Ceux qui savaient qu'on allait recevoir Eugène Kandolo nous ont demandé de vous demander, êtes-vous membre de quel parti politique?
Parce qu'aujourd'hui, ça s'apprécie aussi comme ça. On apprécie les gens aussi par rapport à leurs appartenances. C'est la petite maladie des chenous. Bon, oui, ça fait partie de tard. Mais moi, je me définis comme un citoyen congolais, un patriote, afro-optimiste, parce que moi, je suis dans une logique panafricaine. Je ne prends pas le Congo comme une entité isolée. Eugène Kandolo, les élections sont passées, les résultats ont été publiés, mais apparemment, il y a encore un souci qui s'installe sur la scène. Les invalidations des uns, les validations des autres, avec comme réalité, il y a des partis qui ont atteint les seuils sans avoir un élu, il y a des partis qui n'ont pas atteint les seuils, mais qui, après le verdict de la Cour constitutionnelle, parviennent à avoir des élus. Pensez-vous que le peuple congolais, sous ce mandat, mérite vraiment ses élus? C'est une question très difficile. J'aime pas des jugements de valeur. Il y a des gens qui se sont retrouvés au Parlement qui, effectivement, devraient y être. Il y a des personnes, effectivement, qui sont contestées, que ce soit par le fait qu'on ne les avait pas vus sur terrain. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de brèches qui ont montré la faiblesse de notre système électoral. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions, en tant que pays, avoir le courage de regarder les choses en face et de se dire ce système crée plus de frustration, plus d'injustice, plus de brèches à beaucoup de déboires et que l'on puisse soit passer à la 5e République, à la 4e République et voir quel système peut nous conditionner de manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi le vrai résultat législatif, surtout que les conditions dans lesquelles les choses s'étaient passées, c'est des conditions. Moi, des fois, je me demande même sur base de quoi la Cour constitutionnelle a tablé pour répondre à certains recours, parce que, de façon honnête, c'était difficile d'avoir la totalité, par exemple, des preuves, des PV. Pourquoi? Parce que il y a des PV où vous êtes arrivé au bureau de vote, à 19 h, on vous dit non, vous ne pouvez plus accéder. Je prends l'exemple de l'Athénée, non, revenez demain matin. Mais quand vous revenez le lendemain, vous n'avez pas les PV de toutes les salles. Il y a des salles où il n'y a pas de PV, où on vous dit qu'on avait affiché quelqu'un à détacher. Il y a eu beaucoup de désordre. Et même en termes d'observation, en termes de témoins, notre système électoral crée une hypocrisie collective. Tout le monde sait. Tout le monde sait que personne ne peut avoir de témoins dans tous les bureaux. Je mets quiconque à défi de manière honnête. Selon le système, personne ne peut avoir. Parce que les salles de classe sont de capacité très réduite. Vous avez 1000 candidats. Or, dans une salle de classe, l'espace peut être de 100 personnes. Vous avez 1000 candidats. Si vous avez 1000 candidats, ça veut dire que vous devez avoir 1000 témoins de candidats. Ce qui est impossible. Mais il y a quand même des candidats qui avaient des témoins, qui avaient accès et de badges un peu partout. On se demande comment... Certains disent même que les agents de la CENI étaient devenus des témoins. Justement, j'en viens. Comment ils étaient privilégiés par rapport aux autres? Il y a par exemple, l'on dit que ne peuvent accréditer de témoins que des partis ou regroupements. Mais vous voyez quelqu'un qui est sur la même liste avec vous, mais vous arrivez partout, vous arrivez, on vous dit non, ce sont les témoins de Benz. Oui. Mais Benz est sur la même liste que moi. C'est le regroupement qui est allé chercher les accréditations. Et le regroupement nous a dit que sur toute l'étendue là de Lukunga, on a donné que 40 accréditations de témoins. Mais vous avez un individu qui a plus de témoins que vous. En fait, le système est fait de manière à ne pas consolider ni la justice sociale, ni en fait favoriser un climat sain. D'une certaine manière, on doit dire que ce n'était pas des bonnes élections. Bon, je ne veux pas arriver à cette conclusion. Pourquoi? Parce que, par exemple, les candidats présidents avaient moins de problèmes que les candidats législatifs. Parce qu'on avait une vingtaine de candidats présidents,
Et c'était très facile, quelqu'un vote et on affiche. Et même le même soir, tout le monde pouvait voir les résultats et savoir les tendances. On a vu, le même soir, nous savions que le président Félix Tshisekedi était élu. Mais au niveau législatif, c'était très complexe. La complexité est due à... Pour les candidats présidents, tous, ils ont le même droit et eux, ils peuvent facilement avoir des témoins. Quitte à toi-même d'avoir la capacité de mobiliser et d'aligner tes témoins. Les candidats présidents, ils ont accès, ils sont le premier privilégié. Mais les législatives, moi je me dis à un moment donné, soit on fait comme ailleurs, on a vu au Sénégal, les élections présidentielles ne sont pas couplées avec les élections législatives. Ça permet aussi d'éviter les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça va faire 4 mois, on n'a pas de gouvernement. Pourquoi? Parce que les élections sont couplées et que selon notre constitution, il faudrait que les gouvernements sortent de la majorité parlementaire et que par conséquent, cette majorité parlementaire doit être constituée d'abord et que quand on va nommer les gouvernements qui soient investis par le Parlement, dont le bureau définitif n'est pas encore installé parce qu'il y avait encore des contentieux électoraux. Donc, si on démarque, on va gagner en temps, mais aussi on va gagner en termes de recherche de la justice et d'éviter plus d'ouverture. Ça peut ne pas être la CENI. Ça peut être des candidats véreux, ça peut être... Nous avons appris qu'il y a des gens qui ont fait nommer dès l'avance des chefs de bureau, des chefs des centres. Ça veut dire que quand la CENI recrutait, des gens faisaient nommer des gens, des candidats, faisaient nommer déjà des gens qui vont gérer des centres. Vous voyez, en fait, nous devons réfléchir, et c'est justement ça pour cela que l'élite existe. Nous devons réfléchir sur quel est le système qui peut permettre à ce qu'il y ait moins de tricheries. Parce qu'en fait, ça ferait une honte, et c'est des mauvaises prémices d'avoir en fait une masse qui est censée présider aux destinées des autres, mais qui a été là sur base d'injustice, de fraude et de toutes sortes de pratiques. Et ça fragilise même le lendemain, parce que c'est sur base de murmures, d'injustice que cela s'est fait. Et par conséquent, ça fragilise même l'élan spirituel de faire de bonnes choses pour le pays. Des fois, les gens ne se rendent pas compte. Et ça retarde même le pays. Non, non, on a tout vu lors de ces élections. Ça retarde les pays parce qu'en fait, quand on vous regarde, les gens, on vous regarde, les gens ne se retrouvent pas en vous, ceux qui sont considérés comme élus. Très bien. Et ça fait que, il y a une sorte d'abandon, il n'y a pas de ce contrat social. Maintenant, après, on ne va pas y entrer, c'est comme ça que je dis, la faute est d'abord au système et on devrait réfléchir. Si nous voulons construire dans le temps le pays, ayons le courage de revoir nos modalités. Aujourd'hui, on est face à un autre dilemme avec les élections. Non, non, nous arrivons là. Nous arrivons, nous allons en parler. Parce qu'en 2023, en décembre, nous avons tout vu. Tout ressemblait à la vie d'une jungle où le réflexe était le même, courir. Il y a les uns, les prédateurs qui courent pour attraper les faibles et s'en servir comme nourriture. Les faibles, ils couraient pour fuir et éviter qu'ils soient attrapés par les rongeurs prédateurs. Alors c'était la loi de la prédation. Le réflexe était celui-là. Mais Eugène Kandolo, vous aviez voulu l'introduire, moi je voudrais en parler d'une autre manière. Les élections n'ont pas encore fini, le cycle continue, parce que maintenant, ce sont des élections au second degré. La réalité dans les assemblées, surtout provinciales, est telle que COP et si est bandit. Donc, la première des COP, c'est attendre la corruption qui nous sera versée par les candidats sénateurs et les candidats gouverneurs. Moi qui vous parle, j'ai déjà été sollicité moi-même pour faciliter quelqu'un à recruter les élus, donc les députés provinciaux, qui vont élire un candidat gouverneur. Je n'ai pas accepté l'offre parce que c'est l'antivaleur dans un système démocratique, tout patriote que nous sommes. Quel avenir pour le système électoral congolais dans un élan où les élus des élus doivent ne pas organiser leur discours selon que le pays souffre, leurs entités à diriger souffrent. Il faut proposer des solutions et des moyens, mais plutôt
selon les offres matérielles et financières qu'ils ont pour leurs potentiels électeurs. Mais justement, c'est dommage, j'étais en train d'en parler. Je disais qu'il faudrait que nous puissions prendre notre courage à deux mains et que nous puissions réfléchir sur les modalités. Je partage l'avis avec le chef de l'État qui proposait, et nous l'avions dit plusieurs fois, à plusieurs occasions dans des émissions ou dans d'autres débats, que moi je suis pour l'option de nommer le gouverneur. Parce que les gouverneurs sont des représentants du chef de l'État dans des provinces. Ça n'enfreint pas la démocratie. Non. En fait, nous ne devons pas faire une sorte de fixation sur la démocratie à l'européenne. Nous devons adapter un système électoral sur base de notre culture, de nos réalités. Nous ne devons pas, en fait, être complexés sur le mot démocratie. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a pas une corrélation entre démocratie et développement. Il n'y a pas une corrélation directe. Nous, ici, qu'est-ce que nous voulons en tant que pays? On veut que le pays soit développé. Et si on veut que le pays soit développé, nous devons nous poser les questions et les bonnes. Quel mode de gouvernance pour développer le pays? Qu'est-ce qui se passe avec ce que nous avons comme choix, avec cette constitution qui a montré ses limites? Pendant les 5 années ici, quelle est la province qui n'a pas eu de destitution de gouverneur, redestitution, reproclamation, destitution de bureau de l'Assemblée nationale et provinciale, ainsi de suite. Sauf Kinshasa, où d'ailleurs il y en a eu aussi, mais à sa manière, même si le gouverneur s'en est sorti et que le président de l'Assemblée provinciale était d'abord suspendu, il est revenu. En fait, toute cette cacophonie démontre à suffisance que ce système n'est pas juste et n'est pas de nature à favoriser le développement. Combien de provinces ont été retardées parce que chaque fois, il n'y avait pas de gouverneur, le gouverneur avait été destitué. Et généralement, tu vas voir, par exemple, comme motif, incompétence. Mais quand tu regardes la personne qui lit même les communiqués, qui incrimine l'incompétence du gouverneur, tu te demandes, en fait, le mot incompétence a changé de définition dans les dictionnaires. La personne est d'une incompétence notoire et notée. Mais tu te demandes, mais d'où lui vient la jugeote de dire que le gouverneur est incompétent? Parce qu'en fait, pour apprécier même la compétence, il faudrait en avoir. Et ce que nous craignons, ce sont des frustrations. Non, c'est très important. Des frustrations nous avons été qui amèneront aux fissures. Notre société devient de plus en plus fragile en termes d'unité. Nous ne pouvons pas, mais il n'y a pas d'unité parce qu'en fait, les élections de gouverneurs ont créé plus de tribalisation et d'ethnisation. Qu'est-ce qui se passe? On prend l'exemple, par exemple, du Congo central. On te dira que bon, les gens de cataracte veulent que ce soit leur tour, les gens du bas fleuve veulent... En fait, c'est parce qu'il y a élection qu'on met la puce à l'oreille à cette histoire très moche que j'ai toujours dénoncée personnellement, cette histoire de géopolitique, c'est une histoire qui renforce en fait l'élan tribal. Avec la nomination des gouverneurs, vous pensez au clientélisme, vous pensez au népotisme, Qu'est-ce qui se passe? Ça fut sûr. Dans le Kasaï, on te parlera de, bon voilà, lui n'est pas ressortissant, il est de Ngananjika, et pourtant beaucoup qui se sont installés, par exemple, aujourd'hui, sont issus de là. C'est vrai que victimes de la mauvaise passe de découpage territorial avec la décentralisation qui avait été faite sur base des intérêts politiques, Nganajika se retrouve à Lomami, alors qu'il est beaucoup plus proche de Mbujimaï. Et du coup, la plupart des ressortissants de Nganajika vivent en Mbujimaï. Il y en a même qui sont élus députés là-bas. Mais tu entendras, par exemple, on te dit non, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de Nganajika. Moi, je ne suis pas de là. Moi, je suis vraiment parce qu'ils disent les machins non, ça vous dit quelque chose. En fait, c'est pour te montrer. Les gens ont toujours vécu ensemble. Il n'y a que moi qui peux mieux me soucier de notre terroir. Les gens ont toujours vécu ensemble. Les gens ont toujours vécu ensemble. J'étais en train de dire que je partage le même avis que le chef de l'État quand il dit qu'il souhaite que le gouverneur soit nommé. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de problème. Et quand ils sont nommés, le chef peut nommer. Et ça a montré que ça fait vraiment avancer les provinces. Peut te nommer toi, par exemple, à l'Équateur, alors que tu étais ressortissant
je ne sais pas moi, de l'Est du pays. Il peut nommer quelqu'un d'autre, gouverneur, dans le Congo central, alors qu'il est du Haut-Katanga. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ici, on est sur la gestion axée sur le résultat. C'est les résultats qui comptent. Et aussi, l'autorité de l'État est renforcée. Parce qu'en fait, quand tu touches le gouverneur, tu touches directement le chef de l'État. Et même la Constitution le dit, et c'est même ça la contradiction. La Constitution dit que le gouverneur sont des représentants directs du chef de l'État en province. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont élus sur base soit des mots d'ordre, soit des corruptions, ils ne sont pas rédevables au chef de l'État qu'ils sont censés représenter. Et il y a dysfonctionnement. Et nos provinces ont perdu beaucoup de temps avec ces histoires. C'est-à-dire c'est un chantier à ciel ouvert pour la corruption, les élections de gouverneurs et de sénateurs. Et c'est à notre honte. Et la Chambre haute, qui est considérée la Chambre des sages... C'est quoi la thérapie? Je dis premièrement, il faudrait qu'on nomme le gouverneur. Ça viendra peut-être après, mais non, mais pour le moment, c'est compliqué. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce que toi, peut-être quelqu'un est passé par toi et puis tu as dit que non, je n'aime pas ce genre de choses, mais ce n'est pas tout le monde qui va refuser ça. Et en ce moment où je t'ai dit, ça se passe et les gens donnent de transport de 5 000 en faisant semblant, sans dire que c'est de la corruption. Ils donnent, dès qu'ils parlent par exemple avec 2 députés provinciaux, ils donnent le frais de communication, c'est peut-être 3 000 $ pour les crédits. En fait, mais tous, là, on est de dans façon un système, tacite. Justement, on est dans un système qui favorise la corruption. Ayons le courage de dire que non, ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas parce qu'on veut être les bons élèves qu'on va coter par les Occidentaux sur la façon de faire la démocratie qu'on doit faire des bêtises qui font retarder notre pays. Et pourtant, nous n'avons que ce pays, nous n'avons pas d'autres pays. Réfléchissons froidement sur les modalités qui nous permettent d'avoir des modes de désignation souples et qui puissent élaguer plus d'injustice, plus d'ouverture et de brèches à la corruption. Nous serons une nation forte, nous serons une nation fière de bâtir au cœur de l'Afrique quelque chose d'exemplaire. Très bien. Arrêtons d'être complexés. Merci beaucoup, Eugène Kandolo. D'une institution à une autre, on quitte le Parlement pour parler du gouvernement. Après plusieurs moments d'attente, enfin, nous avons une nouvelle première ministre. Ce que nous attendons tous, c'est la formation du gouvernement et la publication de celle-ci. D'abord, Eugène Kandolo, quelles sont les chances que vous donnez à notre actuelle nouvelle première ministre? Déjà, c'est une femme. Est-ce que vous avez foi en ses actions? Est-ce que le chapitre douloureux que notre pays est en train de traverser, avec une femme à la tête du gouvernement, vous pensez que nous pouvons espérer mieux? Il faut dire d'abord que cette nomination que je salue répond d'abord à 2 aspects symboliques très importants. On l'a dit, c'est une femme. C'est pour la première fois qu'on ait une femme à la tête du gouvernement. C'est une première, mais que ce n'est pas seulement une femme, parce que dire qu'on a eu la femme, beaucoup de gens prendraient ça sur l'aspect esthétique. Non, c'est une femme vertébrée avec un CV, avec un parcours et avec du caractère, parce qu'en politique, au-delà des compétences, il faut avoir une personnalité. Effectivement. Et ça, c'est un profil tout trouvé. Maintenant, quel pronostic je ferai? Il y a plusieurs préalables pour arriver effectivement à répondre aux besoins. Parce que, comme tu l'as insinué, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Le premier, c'est le défi sécuritaire avec cette question de l'Est. Mais en fait, il ne suffit pas juste de la tête d'une personne, on mette Benz, Bonakawa. Oui, c'est comme ça qu'on croyait avec Jean-Pierre Bemba. Enfin, le guerrier est là, il va attraper Kagame par la main. C'est tellement complexe que je rigolais même quand je voyais pendant la campagne des candidats qui disaient non, dès que je suis là, dans 6 mois, la guerre s'arrête. Ça ne s'arrête pas sur des déclarations. C'est une situation très complexe qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de concentration pour aborder cela. Mais seulement, le Premier ministre a aussi un rôle important à jouer dans ça. On a vu que c'est lui qui remplace le prédécesseur de Madame Judith Toluka, était beaucoup plus administratif
que politique. Or, la guerre relève de deux aspects. Il y a cet aspect politique, politiquement politique, qui demande un peu plus d'imagination personnelle et n'est pas... On a comme l'impression que par rapport à la question de la guerre à l'Est, c'est seulement le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères qui étaient beaucoup plus impliqués, effectivement aussi en y mettant le ministre de la Défense sur l'aspect défense et militaire et tout. Mais on n'a pas trop vu quelle a été l'implication ou l'impact personnel du Premier ministre dans cette question. Et c'est là qu'on pourrait toujours avoir un peu des questionnements, des inquiétudes. Mais il n'y a pas que la question de l'Est. Le pays a plusieurs défis, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes très en retard sur plusieurs aspects, sur l'aspect de l'éducation, sur l'aspect, je l'ai dit, il y a des choses qui sont faites avec la gratuité de l'enseignement, mais il n'y a pas que ça. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est un aspect de choses par rapport à la quantité de ceux qui sont scolarisés. Maintenant, il y a aussi la dimension, en fait, quels sont les contenus de cette scolarisation et à quels défis nous répondons. Et ces défis-là, on ne les répond pas en mettant 7e et 8e pour avoir un peu quelques points positifs auprès de l'UNESCO. C'est en réfléchissant sur notre pays, sur ce qu'il nous faut de bon. Ce n'est pas en changeant de nom, bon, on est entré dans le système LMD. Non, c'est du cosmétique. C'est les contenus. Quelle est la qualité de l'enseignement? Quels sont les défis auxquels le Congo est confronté? Comment on peut ramener ici sur place des écoles où on enseigne à nos enfants de transformer le coltan, de faire Donc c'est sur base de ça. Il ne faut pas qu'on vienne juste, on change les noms. Le LMD qui est creux, qui n'a rien apporté de substantiel, plutôt qu'il y ait beaucoup de problèmes de dysfonctionnement. On a des écoles et des universités où les autres sont encore dans l'ancien système, les autres dans le nouveau système. Et puis, donc, c'est la substance, c'est les contenus qui comptent, pas le format. Par exemple, le Maroc et l'Algérie viennent de sortir de ces LMD-là. Parce que les pays doivent réfléchir froidement par eux-mêmes par rapport à la qualité de ce qu'ils veulent avoir comme résultat, pas par rapport au folklore. Nous, on est trop conditionnés à qu'est-ce que les organismes internationaux vont nous donner comme point, au lieu de réfléchir sur comment nous, en tant que nation, on se définit et comment nous devons atteindre nos objectifs au travers de l'enseignement, au travers la santé, au travers l'emploi et l'employabilité des jeunes et au travers de tout ça. Et donc, Madame le Premier ministre a beaucoup de défis aussi. Et ça, on l'espère. Avec sa nomination, on a vu la volonté du chef de l'État de non seulement changer de figure, mais aussi de faire porter un espoir. Il ne faut pas que cet espoir soit télescopé par l'inqualité de membres du gouvernement. Parce qu'en fait, la première ministre ne pourra pas réussir seule si elle n'a pas une équipe conséquente. Si, en fait, on veut faire du neuf avec du vieux, on est vite parti pour ne pas avoir de résultats. On connaît des ministres qui n'ont pas eu des résultats, quel que soit leur nom. Très bien. Quel que soit leur nom, ils ont de gros noms, mais ils n'ont pas aidé la République. Parce que si on évalue qu'à ce moment, où nous sommes, et que le Congo ne décolle pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent répondre à des responsabilités. Alors s'il faudrait que ces mêmes personnes rentrent, ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre à des nouveaux résultats. Une question directe. Dans un contexte comme ça. Donc il y a tout ça comme paramètre. Une question directe. On connaît votre CV, on connaît vos compétences. Ouais. Ceux qui nous suivent à ces moments sont très heureux dans leur salon parce qu'il s'agit de Jean Kandolo. Il y aura un nouveau gouvernement. Est-ce que Jean Kandolo a aussi la moindre idée de servir le Congo dans le gouvernement, par exemple? Bon, en fait, j'ai toujours dit qu'il est très important de ne pas faire la pudeur de buffle. Quand on a des compétences, pourquoi on doit croire que ça doit être des non-compétents et d'autres personnes qui doivent être là? Si on me donne cette opportunité, je servirai le pays avec beaucoup de doigté
dans les domaines qui sont le mien, parce que je suis assez transversal, je serai à l'aise, que ça soit dans l'éducation, j'en parlais tout à l'heure. Ouais, ça risque de titiller mon ami Mouyaya. Bon, mais de toute façon, ce n'est pas son poste à vie, Mendeyete et tout ça. Effectivement. Mais après, et puis il peut être dans le même gouvernement, mais dans un autre poste. Ça fait partie des plages. Moi, je serai à l'aise à la culture. Comme tu le sais, je suis écrivain, je suis un homme de culture, je suis opérateur culturel, je suis en plein dedans, je chante, je compose, je fais des trucs. Donc, je suis écrivain, donc la culture, ça peut être quelque chose. L'entrepreneuriat, il y a le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, c'est mon truc, je suis dedans. Le ministère... Pêche et élevage non, je n'ai pas beaucoup de compétences sur la ressources hydrauliques pas non plus, mais après, Tota Witasclo, la S, toute la vie est une école. En fait, j'étais en train de dire n'importe quoi sur ça. Ce qui est très important, c'est que l'ambition dont on n'a pas de compétences est un crime. C'est Doubadian, je crois. Et paraphrasé par plusieurs, notamment Bonaparte. J'estime à juste titre que, comme d'autres vous le pensez, je peux servir la République à quelque niveau que ce soit, si c'est voulu dans le gouvernement, mais tant mieux. Mais encore une fois, je ne veux pas rêver des bouts. Je ne suis pas dans les regroupements politiques qui ont des grands quotas, à moins que ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais vous êtes dans un grand regroupement qui s'appelle la République démocratique du Congo. Si tous les Congolais... si ça plaît au chef de l'État, ça serait une surprise pour nous tous. Parce que moi-même, je n'ai même aucun contact avec lui. Donc ça veut dire qu'on se réveille le matin et puis le nom est cité. Mais ça sera avec plaisir qu'on va servir la République parce qu'on fait beaucoup de choses ici et ailleurs. Je crois que ça peut être utile pour la République. Mais on ne peut pas forcer la main. Quand on ne vous a pas appelé à une table, il faut apprendre à être modeste. C'est ce qui est très important. Quant à la taille ou la forme du gouvernement, vous avez un mot. 90 ministres, comme l'a proposé Barnabé Milingagno, 30 ministres, comme disaient certains. Je pense que la réussite du gouvernement ou des objectifs de la République ne dépend pas de la taille de ministre. Et souvent, il y a des ministères qui s'échevauchent. Vous avez comme impression, c'est comme ça qu'on a eu même de procès de ministères qui s'est disputé des terrains. Non, ça c'est un terrain qui appartient au aménagement du territoire, non, c'est notre urbanisme terrain. et Voilà. habitat. En fait, il y a lieu, et c'est ça l'avantage que les chefs de l'État a, moi je pense, à juste titre. J'ai vu des tableaux qui circulent un peu dans les réseaux sociaux, j'en rigole. Le chef de l'État a l'avantage. Tu sais que l'Union sacrée a 445 députés. Ça veut dire que, et les partis qui les composent ont 22, 30, 17, 12, ainsi de suite. Ça veut dire que si un parti fait le chantage, facilement on peut le laisser de côté. Je pense qu'il est temps, et c'est une opportunité, que le chef de l'État donne un temps. On n'a pas besoin de la représentativité, on ne représentera jamais tout le monde. On peut faire un gouvernement de taille très réduite, 40, 45 ou je ne sais pas moi quoi, mais des gens qui sont placés là-bas pour atteindre des résultats, pas pour la figuration, pas pour du cosmétique, pas pour satisfaire les appétits, pas pour que X ne se fâche pas, mais des gens dans lesquels la population va se retrouver, mais des gens qui sont compétents, mais des gens qui sont conscients. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un autre problème. Ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais il y a les problèmes d'éthique. Vous vous réveillez chaque matin, il n'y a que des gros chiffres. 18 millions, 27 millions, autant de millions. Perdu, on a détourné ici. En fait, ça gêne. Ça gêne. On se dit, on est où là? Alors, il est temps que l'on mette un peu de côté tout ce nom-là. Parce qu'après 20 ans, 25 ans, où les mêmes noms reviennent dans des gouvernements et que le Congo est toujours en train de patauger, soit, je ne sais pas d'où trouverons-nous la raison de dire pourquoi ils doivent être là. Et je crois que ça, c'est une opportunité et je compte sur le caractère et la personnalité de la Première ministre que j'ai vu. Je ne l'ai pas côtoyée de près, mais j'ai vu que c'est une femme de caractère et que cela soit fait de manière conciliante. Par exemple, en disant aux chefs des partis, vous êtes pour la plupart taper de postes de siège à l'Assemblée nationale, restez là-bas, proposez-nous des noms de personnes compétentes de vos partis politiques, qui ne sont pas forcément vos fils et vos cousines, mais qui peuvent servir la République. Et après, il y a deux postes
qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, qui sont de ministères régaliens qui relèvent du pouvoir du chef, qu'il peut nommer, lui, selon les objectifs qu'il veut atteindre. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'on ait des gens qui ont la passion de servir la République et d'aider les semblables. Parce que la vie n'a de sens que dans la plus-value que l'on apporte dans d'autres vies. Eugène Kandolo, nous sommes vraiment à la fin, mais il y a peut-être 2 questions rapidement. La première, d'après une certaine indiscrétion, le gouvernement que nous attendons risque de porter plus ou moins 80% des personnes qui ont composé le gouvernement Samalou Kondé. Vous pensez que si jamais ça se faisait comme ça, ce serait une bonne chose? Le même cause, dans le même contexte, produisent les mêmes effets. Donc, si on va aller dans cet élan-là, en se félicitant de ce que nous voyons, de comment il y a des détournements, de comment les choses pataugent, ben, on va continuer sur cet élan. On va continuer sur cet élan si 80% des gens qui ont été déjà rentrent et on va apprécier. Mais seul le chef de l'État a été voté par la majorité de la population et c'est lui en fait que l'on va juger. Alors il sait ce qu'il faut faire pour qu'il puisse satisfaire ce milieu de personnes qui lui ont donné confiance. J'ai vu des gens sous la pluie aller voter le numéro 20 et il a une grande responsabilité. J'ai vu combien de gens ont évalué. Il y a des gens qui l'ont voté parce qu'il avait un bilan. Il y a des gens qui l'ont voté par sympathie. Il y a des gens qui l'ont voté parce qu'en face, il n'y avait pas d'alternative. L'espoir. Alors, mais il y a aussi des gens qui, par passivité, ils se sont dit, on ne peut pas donner à un inconnu, à quelqu'un qui nous chante, donnons à la personne qui est. Alors, il va considérer toutes ces diversités pour se dire qu'il a une responsabilité face à l'histoire. Parce que c'est lui qui est appelé à entrer dans l'histoire comme celui qui a relevé ce pays. Eugène Kandolo, on n'a plus de temps. En tout cas, l'émission a déjà pris fin. Je vous pose une dernière question à laquelle je voudrais que vous répondiez de manière si brève. Combien même la question elle-même peut vous obliger. Si elle est longue, si elle est c'est la question de savoir comment vous proposez qu'on départage Mbosso, Kamere et Bahati, qui tous se disputent le perchoir de l'Assemblée nationale. On va s'arrêter là. Il y a une seule façon de les partager, c'est de les laisser tous concourir et les gens votent. C'est ça la démocratie. Et ça sera plus beau que de dire seulement, ils sont tous de la majorité. Ils déposent leur candidature, comme ça on vote. C'est simple. Aux Congolais qui vous connaissent et qui nous ont suivis, vous avez 30 secondes, 1 minute par gentillesse, face à la caméra pour leur dire votre mot de la fin et nous allons clôturer l'émission. Aux Congolais, je veux dire qu'ils continuent à croire en leur pays. Il ne faut jamais perdre l'espoir, quels que soient les scénarios qui vous arrivent. Nous n'avons que ce pays et nous avons un rêve à construire. Et nous avons une histoire à montrer parce que Lumumba a dit ça ne sera pas à Washington ni en Belgique que l'histoire du Congo sera écrite. Ça sera écrite ici et par le digne fils du Congo. Ayez le Congo comme passion, priez pour le Congo, travaillez pour le Congo. Demain sera meilleur. C'est pourquoi au début de cette émission, nous avions dit que le Congo est notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Eugène Kandolo vient de l'affirmer par son mot de clôture. C'est alors par cette phrase que je considère de magique que nous mettons un terme à Six politique d'aujourd'hui, de ce lundi 15 avril 2024. Je dis merci à tous les Congolais qui étaient restés devant leur poste téléviseur pour suivre cet entretien avec le coach Eugène Kandolo. Je dis merci à toute l'équipe technique derrière les caméras, Jonas Boulaba, Bosco Ikenge. Je salue les directeurs Mathurin Mwamba, Rodrigue Kouta, Grévi Tamboué ainsi que les autres. Je vous salue. Et je vous dis un grand merci, Eugène Kandolo, de votre disponibilité. En tout cas, c'était un entretien très fructueux. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Je sais que ceux qui nous suivent sont en train de dire la même chose. Soit restez disponibles pour les prochaines invitations. C'est chez vous. Vous serez toujours le bienvenu. Ça sera un plaisir. Merci donc à vous tous. Nous nous disons au revoir et nous nous revoyons à la prochaine.